Avez-vous déjà ressenti cette tension inconfortable quand vos croyances et vos actions ne concordent pas? Eh bien, mes amis, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est un phénomène psychologique fascinant qui affecte de plus en plus de gens. La dissonance cognitive se produit lorsque nous avons deux ou plusieurs croyances, valeurs ou attitudes contradictoires. Par exemple, vous pouvez croire que fumer est nocif, mais continuer à fumer. Ce conflit entre votre croyance et votre comportement crée un malaise. Alors, pourquoi ressentons-nous de la dissonance cognitive? Notre cerveau est câblé pour rechercher l'harmonie et la cohérence. Lorsque des incohérences surviennent, notre esprit travaille d'arrache-pied pour les résoudre. Cela peut mener à des gymnastiques mentales tortueuses. Prenez un moment pour penser à une situation où vous avez ressenti cette tension. Vous avez peut-être acheté un appareil coûteux, mais il n'a pas répondu à vos attentes. Au lieu d'admettre que vous avez gaspillé de l'argent, vous vous êtes peut-être convaincu que ce n'était pas si mal après tout. C'est la dissonance cognitive en action. Une étude classique sur ce sujet a été menée par Leon Festinger dans les années 1950. On a demandé aux participants d'effectuer une tâche ennuyeuse, puis de mentir en disant qu'elle était amusante. Étonnamment, ceux qui étaient moins payés pour mentir ont fini par se convaincre que la tâche était agréable. Pourquoi? Parce que leur cerveau avait besoin de justifier le mensonge sans le réconfort d'une grosse récompense. Maintenant, comment gérer la dissonance cognitive? Nous avons quelques tours dans notre sac. Premièrement, nous pouvons changer notre comportement pour qu'il s'aligne sur nos croyances. Par exemple, arrêtez de fumer si vous pensez que c'est nocif. Deuxièmement, nous pouvons changer nos croyances pour qu'elles correspondent à nos actions. Cependant, les dissonants cognitifs deviennent paranoïaques, ce qui est plus gênant. Ce type de malade mentaux va exprimer que dans la vie, on doit faire ce qui est bien, mais pourtant, il va mal agir. La dissonance cognitive sévère peut rendre psychopathe. Si elle n'est pas combattue, elle va gonfler notre ego, jusqu'à ce qu'il nous domine totalement, nous coupant de la réalité. Si les ajustements nécessaires ne sont pas effectués, de nombreuses névroses peuvent apparaître, certaines bénignes, d'autres malignes. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez dans un tiraillement mental, prenez du recul. Reconnaissez ce qui se passe et utilisez-le comme une occasion de mieux vous comprendre et de vous améliorer. Le but étant une existence plus cohérente et authentique. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de réflexions époustouflantes. Et n'oubliez pas, remettez vos pensées en question et si vous détectez une dissonance, éliminez-la le plus vite possible. Force et courage. Abonnez-vous à cette chaîne pour soutenir Israël. Et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce vers le haut. Merci. La dette de l'État. Une dette de plus de 3 000 milliards d'euros qui pèse sur tout le monde sans jamais paraître concerner personne. Et pourtant... à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Bientôt, le remboursement de notre dette sera le premier budget de l'État. La France est à l'euro près. La France connaît ainsi l'extraordinaire paradoxe de conjuguer la dépense publique la plus importante du monde sans que ni les fonctionnaires ni les contribuables n'y trouvent leur compte. Qu'est-ce que vous faites du pognon? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. Comment en est-on arrivé là? Quelles conséquences le poids de l'État fait-il peser sur notre quotidien? Et pourquoi cette situation s'annonce de moins en moins tenable? Lorsque Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir en mai 1974, la croissance est encore soutenue et la dette de l'État n'est évoquée par personne. En réalité, le premier choc pétrolier sonne le glas des 30 Glorieuses. Et depuis 1974, aucun budget de l'État n'a été à l'équilibre. Qu'est-ce qu'il suffisait de faire d'après les théoriciens qui l'accompagnaient? On augmentait les impôts pour lutter contre l'inflation et on augmentait les investissements publics pour lutter contre le chômage. Le bilan de tout ça, c'est la stagflation, c'est-à-dire plus d'inflation et plus de chômage. Et donc on enclenche un processus d'endettement qui est, alors là en France, particulièrement présent. Pour que la France rayonne, elle doit offrir un visage humain, libéral, mondialiste et moderne. Alors c'est à partir de 1974 qu'il y a un basculement qui va durer une quinzaine d'années et qui va voir les ingénieurs planificateurs disparaître des sphères du pouvoir
On assiste aux derniers efforts de l'État stratège qui avait beaucoup investi sur l'aviation, les trains à grande vitesse, le nucléaire, les infrastructures, la réindustrialisation. Le problème central, c'est que les énarques sont allés dans l'industrie pour bousiller l'industrie et ils sont allés dans la politique pour bousiller la France. Et c'est pourquoi je vous regarde ce soir, et c'est pourquoi aussi vous me regardez. Et c'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Après la victoire de François Mitterrand à la présidentielle de mai 1981, le gouvernement met en œuvre une politique de nationalisation et de protection sociale. Hausse du SMIC, retraite à 60 ans, 5e semaine de congés payés et semaine de 39 heures. L'effet est immédiat, cette politique accroît les déficits et alourdit la dette, au moment même où les taux d'intérêt s'envolent. Que François Mitterrand a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire on va augmenter les dépenses publiques, on va augmenter la dette publique. On empruntait en dollars à l'époque auprès de banques américaines et lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, elle a lancé une grande politique keynésienne de relance par la demande qui s'est traduit par un fort déficit public et un fort déficit commercial, ce qui a aggravé le besoin d'emprunter en devises, en dollars, pour payer nos importations de pétrole et de tas d'autres choses. Et puis à un moment, les banques américaines ont dit non, on arrête de prêter à la France. Et donc on a failli se retrouver en défaut de paiement. Et les seuls qui ont accepté de prêter de l'argent à la France, ça a été la Banque centrale saoudienne, l'Arabie saoudite. Et c'est après cet épisode qu'a été amorcé ce qu'on a appelé à l'époque le tournant de la rigueur. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Dans un contexte de développement généralisé de l'endettement public dans le monde, les marchés de capitaux se nourrissent de l'envolée des dettes publiques. Naturellement. J'aurais mieux fait de vous écouter. Seulement pour tenir la compétition, il faut toujours emprunter davantage. En 1985, les obligations assimilables du Trésor sont créées. Pour des emprunts à 15 ans, la dette publique est transformée en produit financier. Puis, durant les 2 années de cohabitation du gouvernement Balladur, la dette augmente de près de 10 points. Dans les 2 occasions que j'ai eues d'exercer le pouvoir, je me suis efforcé de faire des choses qui allaient vers la libération de l'économie française, qui est caractérisée notamment depuis 1981, mais antérieurement ça avait déjà commencé, par une étatisation excessive, et donc un poids excessif de toutes les contraintes de toutes sortes. Car enfin, je le répète, nous sommes les champions du monde de tout ce qui caractérise une société collectiviste par rapport à une société libérale. Bon. Or, il y a un moment où on ne peut pas diverger par rapport au reste du monde. Et l'économie, c'est une chose assez simple, vous savez, finalement. Quand il y a des déficits, ensuite il y a de l'endettement. Chaque Français, y compris les bébés, au titre de la dette de l'État, doivent actuellement 55 000 francs. Je veux dire, on a atteint des sommets. Oui, la France n'a le choix aujourd'hui qu'entre le changement ou le déclin. Alors qu'il s'était fait élire sur la réduction des impôts, Jacques Chirac majore l'ISF et augmente la TVA de 2 points. Cela permettra à la France de respecter ses engagements européens, mais l'échec de la réforme des régimes spéciaux de retraite lui coûteront sa majorité aux législatives de 1997. La priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard. Vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Alors qu'il bénéficie d'une véritable cagnotte fiscale, le gouvernement de Lionel Jospin vote la réduction du travail hebdomadaire à 35 heures. Et les 35 heures, pas oublier, ont été accompagnées d'allégements de cotisations sociales très importants. Et on s'en est aperçu 2 ou 3 ans après, en 2002, où on est passé pour la première fois, avec l'Allemagne d'ailleurs, au-dessus du seuil de 3%. Mais après, l'Allemagne a fait des réformes et la France n'en a fait quasiment aucune. La France a été un laboratoire de la mise en œuvre de la fin du travail avec des effets totalement désastreux. Puisque la croissance française moyenne depuis 20 ans est de 1%, l'appauvrissement français par rapport aux Allemands est considérable.
Le pouvoir d'achat des Français par rapport aux Allemands en relatif a baissé de 12% en 15 ans. Elle est belle la France, hein. En 2002-2003, Jean-Pierre Raffarin aurait dit à Jacques Chirac, écoutez, on va être condamné à Bruxelles, on commence juste l'euro, c'est plutôt quand même une mauvaise façon de lancer cette aventure en ayant des déficits aussi importants. Chirac lui dit, mais Bruxelles, ils vont pas nous envoyer des chars, ils en ont pas. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce sentiment d'impunité, c'est le sentiment que celui qui fait des efforts n'est pas récompensé, et celui qui au contraire laisse aller, laisse filer, se coule dans la facilité, non seulement n'est pas puni, mais d'une certaine façon est encensé. Il a répondu aux attentes de la population. Bon. Donc je crois que sur notre classe politique, il y a une sorte d'inversion des valeurs. Donc il y a des gens qui ont pris des décisions qui ont conduit à cet effondrement. Donc il faut nommer. Il faut nommer l'effondrement, il faut nommer les responsables. Parce que sinon, on ne peut pas sortir de la situation. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Et si nous voulons nous écarter des agences de notation, il faut rembourser notre dette et réduire notre déficit. Parlons de la dette. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002, elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. Nous devons faire des économies partout où elles sont possibles. Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Mais là où il y a un énorme mensonge de la part de la droite, c'est sur le fait que, contrairement à eux, nous tenons les dépenses. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. France is back. Il y a une addiction française à la dépense publique. Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, quoi qu'il en coûte. Nous n'avons aucune leçon à recevoir sur les questions d'équilibre des comptes publics et de préservation de l'avenir. Je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. Avec une dette publique représentant plus de 44 000 euros par habitant, la France est enquistée dans une équation infernale. Ce doux pays aux prélèvements obligatoires les plus importants du monde réussit à mécontenter aussi bien ses fonctionnaires que ses usagers. Ils sont financés par des impôts que l'on paye aussi, mais on ne fait pas le lien entre les deux. Vous ne comprenez rien à notre fiscalité ? Rassurez-vous, tout cela est bien voulu, pensé et organisé. L'objectif est de vous faire payer toujours plus et toujours plus discrètement. Le meilleur prélèvement étant bien entendu celui qui ne se voit pas et dont on ne parle jamais, mais qui rapporte gros à l'État. Dans la liste des recettes de l'État, il y a les principaux prélèvements que nous connaissons tous, comme la TVA, l'impôt sur le revenu ou la taxe foncière. Mais il y a aussi tous ceux dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. Et pour cause, ils sont bien dissimulés. Si bien d'ailleurs que nous n'en entendons jamais parler. De l'achat d'un plein d'essence à celui d'un réfrigérateur, en passant par le dentifrice, le vin, le sucre, l'électricité, le logement ou les cigarettes, chaque élément de notre vie quotidienne est rythmé par les taxes. Pendant notre vie et même après, puisque l'enterrement sera pour votre commune l'occasion de renflouer ses caisses, l'inhumation, la crémation et le convoi funéraire font ainsi par exemple l'objet de 3 prélèvements différents. Mais peut-on seulement savoir pourquoi on paie ? Plus c'est gros et mieux ça passe. On paie des impôts finalement tout au long de la vie. Sur ce qu'on gagne évidemment, sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on possède, sur ce qu'on vend. Et il ne faut pas oublier que la première ressource de l'État, c'est justement la TVA. Donc en fait, tous les Français sont contribuables. Et c'est un peu comme si les dirigeants avaient appliqué au pied de la lettre la fameuse recommandation du ministre de Louis XIV Colbert, qui disait que la collecte de l'impôt consiste à plumer loi sans qu'elle crie. Et bien en fait, on a l'impression que justement les pouvoirs publics exercent un certain nombre de techniques pour éviter que les Français prennent conscience
qu'en fait, l'argent public les concerne, puisque non seulement ils y participent tous, et en plus, ils ont le droit de demander des comptes à leurs élus. Le pouvoir de pression de notre administration sur le gouvernement est à tous ces niveaux extrêmement puissant, donc ça crée pour eux la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des privilèges, des rentes. Donc la rente, c'est la capacité à obtenir un revenu qui est un revenu qui ne correspond ni à une prise de risque, ni à un effort sous forme de travail. C'est donc un revenu qui est détourné de la capacité productive des autres. Et donc pour y parvenir, la forme la plus naturelle, la plus simple, c'est d'être en situation de monopole. Donc le monopole génère assez naturellement des rentes, et pour rendre le système plus efficace, parce que celui qui obtient un revenu sans fournir d'efforts, il s'installe dans la routine. En général, il en profite et il ne cherche pas à aller au-delà de la situation dans laquelle il est. Et donc, pour à la fois plus de justice et plus d'efficacité, il faut casser les monopoles, donc faire de la concurrence. Ils veulent moins de dépenses publiques, soi-disant pour gagner du fric. Et c'est surtout troquer nos vies pour le profit des fonds de pension jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans. Les conservateurs, ce sont ceux qui ne veulent rien changer parce qu'ils ont une rente. Et donc, par définition, les gens qui ont un statut protecteur, donc la fonction publique, ils ne veulent rien changer. Ils ne veulent surtout pas qu'on revienne en arrière et qu'on les mette en situation d'être en concurrence, ce qui les obligerait à faire leurs preuves. Et les syndicats font partie des conservateurs. C'est-à-dire que eux, il n'est pas question de remettre en cause les droits acquis, de remettre en cause justement tout ce qui permet à quelqu'un d'éviter d'être évalué. Les syndicats à l'heure actuelle, eux, ils sont moins défenseurs des rentiers que rentiers eux-mêmes. Les leaders syndicaux représentant de moins en moins la population, étant de moins en moins pris au sérieux, transgressent l'esprit de la grève, c'est-à-dire ils passent de la grève au nom du peuple, pour le peuple, contre un patron, à une grève pour une minorité au nom d'avantages acquis, contre la nation. Alors qu'environ 70% des échanges internationaux concernent le secteur industriel, la France se trouve être le deuxième pays le plus désindustrialisé de la zone euro. En réalité, la France n'a pas eu de politique industrielle depuis 30 ou 40 ans. Et donc notre industrie, elle a disparu, divisée par deux, de 20 à 10% de notre richesse nationale, en l'espace de quelques décennies. C'est un vrai scandale politique et un vrai scandale économique. Comme nous produisons moins que d'autres pays, nous gagnons moins et nous importons davantage. Notre balance commerciale est à ce titre éloquente. Avec 164 milliards d'euros de déficit en 2022, nous avons même dépassé notre record historique. En 20 ans, la part de la France dans les exportations mondiales a été divisée par 2. Le souci est que cette désindustrialisation a été mécaniquement causée par les impôts qui la frappent. Payés par toutes les entreprises, qu'elles soient bénéficiaires ou non, les impôts de production représentent 4,5% du PIB contre 1% en Allemagne. Une partie significative de la population se croit épargnée par cette fiscalité, alors qu'en réalité, chaque ménage assume par ricochet la fiscalité ciblant les entreprises. Donc venez en France, croyez-moi, nous saurons vous taxer. Ainsi, pour pouvoir distribuer 100 € de pouvoir d'achat réel, l'employeur français doit en moyenne s'acquitter de 217 €, dont 66 de charges patronales. Les salariés français sont en théorie parmi les mieux payés de l'Union européenne, mais les charges et impôts sont si nombreux qu'ils représentent plus de la moitié du salaire. Et comparé aux grands groupes américains, c'est quoi? C'est même pas des minots, c'est des sous-minots. Donc on aurait dû au contraire faciliter la création d'un groupe français. Alors non, ça sera très bien s'il y a des grands groupes italiens, allemands qui viennent bouffer les Français. Voilà, donc ces agences indépendantes sont devenues dangereuses. Et il va falloir en reprendre le contrôle rapidement. La multiplication de ces agences permet en outre de créer de nombreux postes qui échappent aux règles de rémunération de l'administration et qui protègent de la recherche de responsabilité en cas de problème. On l'observe bien dans les travaux de la commission parlementaire sur le Covid. Les parlementaires ne sont pas parvenus à identifier les responsables des pénuries de masques, de tests ou de médicaments qui ont causé de nombreux décès. Entre la Direction générale de la santé, les ministres, le Conseil scientifique, Santé publique France, la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de la Santé publique, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, chacun estime avoir rempli sa mission, c'est-à-dire avoir scrupuleusement respecté les règles. Je rappelle que je ne connais aucun ministre en Europe qui se soit exprimé aussitôt devant ses concitoyens. Cela prouve quelque part mon degré de vigilance. Pour parvenir à se moderniser,
Depuis une dizaine d'années, l'État a aussi multiplié les recours à des cabinets de conseil privés. Tant et si bien que le Sénat parle d'un phénomène tentaculaire. La Cour des comptes a fait le bilan. Depuis 2015, les achats en prestations intellectuelles des ministères ont plus que triplé. Les dépenses pour les conseils en stratégie ont été multipliées par 12 et par plus de 20 en matière de communication. Dans le fond, on avait pris sans doute trop l'habitude de dire, voilà, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive. Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning. Israël, oh Israël, tu vas gagner. Tes ennemis seront terrassés. Dieu l'Éternel va te secourir. Yahvé l'Éternel va te guérir.